Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux de vous informer que 187 personnes sont inscrites à l'événement de ce midi. C'est pas loin d'un de nos records pour nos webinaires. Alors, merci à tous et toutes d'être avec nous ce midi. Mon nom est Raymond Villeneuve, je suis le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, le RVP, et je serai l'animateur du webinaire de ce midi qui est intitulé Les pères, la coparentalité et l'enquête québécoise sur la parentalité 2022. L'enquête a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec et elle a été financée par le ministère de la Famille. Les analyses complémentaires que nous vous présenterons aujourd'hui ont été commandées par le RVP à Tamara Pierce, professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval. La ministre de la Famille souhaitait prendre la parole lors de l'ouverture de ce webinaire, mais malheureusement, elle siège actuellement à l'Assemblée nationale. Elle nous a donc transmis une capsule vidéo pour être tout de même présente avec nous virtuellement. Alors, on lance la capsule. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous en vidéo, faute d'y être en personne. Je tiens à remercier tout d'abord M. Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, pour cette belle invitation. Je profite aussi de l'occasion pour saluer l'équipe du regroupement. Je souligne que vous êtes le seul partenaire du ministère en matière de paternité et de coparentalité. Votre travail, il est précieux, unique, nécessaire. Dans les prochaines minutes, on vous présentera quelques-uns des résultats de l'enquête québécoise sur la parentalité 2022. Je pense que c'est important de bien documenter la réalité des parents d'aujourd'hui, ce qui affecte leur expérience de la parentalité. C'est en comprenant mieux, par exemple, les effets d'une séparation sur nos enfants qu'on pourra promouvoir les impacts positifs des bonnes relations coparentales. Le support d'un parent envers l'autre a des effets indéniables sur le bien-être de leur enfant. Plus on croit en quelqu'un, plus cette personne aura le goût de s'investir. Les résultats de cette enquête vont aussi nous permettre de mieux adapter nos actions, nos programmes aux besoins réels des parents. On travaille tous ensemble dans la même direction pour nos familles. Et les parents sont aux premières loges du développement de leurs tout-petits. Donc, s'adapter aux besoins des parents, c'est aussi s'adapter aux besoins de nos enfants. Je vous souhaite une belle journée à découvrir les résultats de cette enquête et j'ai bien hâte de voir les initiatives qui vont en ressortir. Merci. Merci, Madame la ministre. Madame Roy croit vraiment dans l'importance de l'engagement des pères, de la coparentalité. Elle en a témoigné à plusieurs reprises, donc on la remercie vraiment de ce beau vidéo. Et on tient aussi à remercier le ministère de la Famille qui nous a permis de s'associer à l'analyse des données de l'enquête québécoise sur la parentalité. C'est vraiment très précieux pour nous de pouvoir mettre en lumière les réalités particulières des pères et les relations avec l'exercice de la coparentalité. Donc, un gros merci au ministère de la Famille. Alors, ce midi, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va entendre tout d'abord la nouvelle analyse qui a été faite. Donc, cette analyse-là a été dévoilée lors de la super conférence, notre colloque annuel du 22 février dernier. Tamara Pierce de l'Université Laval va présenter ces données-là pendant 20 à 25 minutes. Et après ça, ce qui est vraiment intéressant et différent de la super conférence, c'est qu'il va y avoir une table ronde avec deux amis bien connus du RVP, Carla Charité et Diane Dubois, pour vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, ces données-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour les pères, pour les mères, pour les enfants? Qu'est-ce que ça veut dire pour les couples quand ils sont ensemble, quand ils sont séparés? Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de politique publique et en termes d'environnement de service et d'intervention? Donc, ça va être un très beau programme auquel vous allez avoir droit aujourd'hui. Alors, puis je tiens à souligner aussi que c'est également le ministère de la Famille qui finance le webinaire d'aujourd'hui, ainsi que toutes les activités là, de diffusion sur les réseaux sociaux qui se déroulent cette semaine.
Le PowerPoint de la présentation est disponible sur le site Internet du RVP au www.rvpaternite.org. En bas, il y a un lien avec les pages de nouvelles. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez aller vers une page et vous allez pouvoir avoir le beau document de présentation qui va vous être présenté très, très, très bientôt. Alors, sans plus tarder, Tamara Pierce va se joindre à nous. Donc, bonjour Tamara, ça va bien? Oui, bonjour Raymond, ça va très bien. Et on va avoir donc la chance d'entendre Tamara qui va nous présenter les résultats de cette belle analyse-là. Alors, Tamara, je te cède la parole sans plus tarder. À toi la parole. Merci. Merci. Bien, bonjour, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les résultats des analyses qu'on a pu faire sur les données de l'enquête québécoise sur la parentalité, spécifiquement pour aborder la perspective des pères de la relation coparentale. Donc, on va commencer par définir c'est quoi une relation coparentale. C'est important de savoir de quoi on parle. Ici, quand on parle de relation coparentale, on parle de la façon dont les adultes qui sont responsables d'un enfant interagissent ensemble dans leurs rôles parentaux. Donc, on n'est pas limité aux parents des enfants, c'est tous les adultes qui peuvent être responsables des soins des enfants qui sont pris en compte. Bien entendu, c'est la plupart du temps les parents qui assument ce rôle coparental, de coparentalité. Quand on regarde la relation coparentale, ce qui nous interpelle, c'est comment les parents se coordonnent, comment ils collaborent dans le partage des responsabilités. Mais aussi, on doit prendre en compte comment ils se soutiennent mutuellement dans leur rôle, comment ils se critiquent, à quel point ils sont solidaires dans ce rôle parental. Donc, on comprend que du fait qu'on s'intéresse à comment ils travaillent ensemble pour leur enfant, la relation coparentale se distingue de la relation de couple. Et pourquoi on s'intéresse à la relation coparentale? Ben, parce que la recherche nous a bien démontré que la façon dont les parents se coordonnent et collaborent pour prendre soin de leur enfant, c'est un déterminant très important du bien-être de l'enfant et de son ajustement psychosocial. Et ça a été démontré pour les enfants à tout âge, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, et aussi pour toutes les configurations familiales. Donc, que les parents soient en couple ou séparés. Donc, c'est l'objet dont on va parler aujourd'hui. On s'intéresse aussi à la relation coparentale parce que c'est un élément qui est reconnu comme étant important pour soutenir l'engagement des pères auprès de leurs enfants et c'est un levier pour favoriser l'égalité entre les mères et les pères. Plus spécifiquement, pourquoi s'intéresser à la perspective que les pères ont de la relation coparentale, leur point de vue à eux? Bien, parce qu'on comprend mieux l'expérience qu'ils ont de cette relation avec leurs coparents et aussi comment cette expérience est liée à leur vécu en tant que parents, donc à leur expérience parentale. L'enquête québécoise sur la parentalité, comme Raymond l'a mentionné, c'est une enquête qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec pour le ministère de la Famille. C'est une enquête à laquelle Mme Diane Dubois et moi, on est associés comme chercheurs conseillères dans l'élaboration de l'enquête. Et c'est une enquête qui a mobilisé 19 127 parents. Donc, on a un échantillon de plus de 19 000 parents qui sont représentatifs des parents d'enfants québécois, des parents d'enfants québécois de 6 mois à 17 ans, qui sont eux-mêmes adultes. Et dans ces 19 000 parents, on a 9 051 pères qui ont répondu à l'enquête. Et ce sont des pères de toute configuration familiale qui nous ont parlé de différents aspects de la parentalité. Puis ces 9 000 pères, ce sont les porte-voix de plus de 700 000 pères québécois. Donc, c'est une enquête particulièrement riche pour comprendre la réalité contemporaine des pères québécois. À l'intérieur des 9 000 pères, des 9 500 pères, on retrouvait 7 908 pères qui étaient en couple, donc il y avait au moins un enfant avec leur partenaire actuel, qui représente plus de 600 000 pères dans la population québécoise, et 1 595 pères séparés, donc des pères qui avaient un enfant qui était issu d'une relation antérieure, qui était toujours en contact avec l'autre parent de l'enfant, et qui avait un minimum de 14 de temps de garde, donc un minimum de contact d'une fin de semaine sur deux avec leur enfant. Mais ce qu'on constate, c'est que parmi cet échantillon représentatif de 135 800 pères québécois, 59
avaient une garde partagée, donc avaient la garde de leur enfant de 40 à 60 du temps. Dans l'enquête, on leur a posé une variété de questions. Pour ma présentation aujourd'hui, je me suis intéressée particulièrement à leur perception de leur relation coparentale, comment ils se sentent soutenus de l'autre parent, critiqués par l'autre parent, et comment ils partagent les responsabilités parentales. Et je me suis également attardée à leur expérience parentale, le stress qu'ils vivent dans leur rôle de parent, à quel point ils trouvent difficile de gérer les défis liés au rôle de parent, gérer la communication avec leur enfant, la discipline, les relations sociales de l'enfant, les écrans, les habitudes de vie de l'enfant, mais aussi les travaux scolaires et les activités parascolaires. Enfin, on s'est intéressé dans l'expérience parentale à la pression que les pères s'imposent comme parents. Donc, sans plus tarder, on va passer aux résultats. Hein. Une bonne relation coparentale, c'est une source de soutien, de valorisation dans le rôle de parent. Ça, on le comprend. Mais on veut se demander, dans les pères du Québec, les pères québécois d'aujourd'hui, quelle proportion d'entre eux estiment être soutenus et peu critiqués par leurs coparents? Ce que l'enquête nous révèle, c'est qu'on voit une majorité de pères qui disent, qu'ils soient en couple ou séparés, qui disent bien s'entendre sur la façon dont ils interviennent auprès des enfants. Donc, ils s'entendent bien avec l'autre parent de leur enfant, qu'ils soient en couple ou séparés. Donc, c'est le cas pour 84 des pères en couple et 59 des pères séparés. Lorsqu'on leur demande si leurs coparents leur donnent souvent ou toujours de bons conseils et de bonnes informations pour l'aider dans leur rôle de parent, ben c'est 69 des pères en couple qui disent oui et seulement 27 des pères séparés qui estiment avoir ce type de soutien. Et on a un portrait similaire pour l'encouragement ou se faire rassurer dans son rôle de père par le coparent. Donc, on comprend que lorsqu'on est séparé, le coparent est moins soutenant, moins présent pour ces éléments. Mais c'est quand même le cas pour la majorité des pères qui sont en couple. Puis si on regarde l'ensemble de ces 3 formes de soutien, ben, c'est un peu plus de la moitié des pères en couple qui estiment être souvent ou toujours soutenus par leurs coparents, mais seulement 19 des pères séparés. Un père séparé sur 9 a ces 3 formes de soutien, souvent ou toujours, de son coparent. Donc, ça nous dit qu'au sein de la relation coparentale, en contexte de séparation, c'est un peu plus difficile pour une majorité des pères. Enfin, si on regarde du côté de la critique, c'est un peu étonnant de constater qu'on a des portraits très similaires entre les pères en couple et les pères séparés. En fait, c'est 53 des pères en couple et 55 des pères séparés qui disent rarement ou jamais se sentir critiqués par l'autre parent dans leur rôle de parent. Si on regarde du côté de parfois ou souvent ou toujours, là, on voit qu'il y a peut-être un peu plus de pères en couple qui disent qu'ils sont parfois critiqués et la proportion des pères séparés est un peu plus importante qui disent que c'est souvent ou toujours. On peut comprendre que dans un contexte de séparation, il y a des relations un peu plus difficiles, un peu plus conflictuelles qui sont présentes, mais que c'est présent seulement 19 chez 19 des pères. Pour la majorité, ils nous disent quand même se sentir rarement ou jamais critiqués par leurs coparents. Donc, avoir une bonne relation coparentale, ça veut aussi dire accorder de l'importance à chaque parent dans la relation auprès de l'enfant. Donc, chaque parent contribue aux soins de l'enfant et a sa propre relation auprès de l'enfant. Il peut prendre part et s'investir dans les différentes responsabilités parentales. Qu'est-ce que l'enquête québécoise sur la parentalité nous dit sur la proportion des pères qui estiment partager à part égale ou presque égale les responsabilités parentales avec l'autre parent? Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des grandes similarités entre les pères séparés et les pères qui sont en couple. En fait, lorsqu'il est question de parler de discuter des problèmes, c'est 73 des pères en couple et 67 des pères séparés qui disent partager ces responsabilités à part égale ou presque avec leurs coparents. Pour la discipline, on voit que c'est 66 des pères en couple et 61 des pères séparés qui disent le partager également avec leurs coparents. Pour jouer, faire des activités avec leurs enfants, on voit également le portrait que c'est une majorité des pères en couple et séparés
qui disent que ça se partage également avec leurs coparents. Reconduire les enfants à des activités ou chez des amis, encore, c'est environ la moitié des pères en couple ou séparés qui disent assumer de part égale ses responsabilités avec le coparent. Donc, jusqu'à présent, on voit pour l'ensemble de ces tâches, une majorité de pères et à peu près les mêmes proportions chez les pères séparés ou en couple qui disent qu'ils partagent ça à part égale. Maintenant, on se tourne sur d'autres responsabilités qui sont plus du côté des soins. Donc, aider l'enfant à faire ses devoirs ou ses leçons, ou avec les travaux scolaires, on voit que c'est 44 des pères en couple qui disent que ça se partage également, alors que c'est 56 des pères séparés qui disent faire ce partage également avec le coparent. Lorsqu'on parle de participer aux rencontres, à la garderie, à l'école, on voit encore ce portrait une proportion un peu moindre de pères en couple que de pères séparés qui disent y prendre part également avec le coparent. Prendre rendez-vous, rester à la maison avec un enfant malade, euh, là on tombe à 39 des pères en couple qui disent le partager également, pour 49 des pères séparés qui disent le partager également ses responsabilités. Et enfin, s'assurer que l'enfant est vêtu convenablement, qu'il a les cheveux coupés, ça, ce qu'on appelle des soins indirects. Là, on voit que c'est 37 des pères en couple et 58 des pères séparés qui disent partager ses responsabilités de part égale. En regardant les résultats, on pourrait penser que les pères en couple, pour certaines tâches, en font moins. Donc, c'est important de regarder le portrait d'ensemble. Si on regarde l'ensemble des tâches, ce qu'on voit, c'est que c'est 62 des pères en couple et 64 des pères séparés qui disent partager également avec leurs coparents les responsabilités. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour les différentes tâches où le partage est peut-être moins égalitaire, c'est qu'il y a peut-être une répartition des tâches qui se fait, qu'il y a certaines responsabilités que le père va assumer et d'autres que ce sera l'autre parent qui va l'assumer, généralement la mère, lorsqu'on est dans une situation de couple. Mais qu'en contexte de séparation, le partage se fait de manière plus égalitaire. Maintenant, une bonne relation coparentale, on sait par la recherche que c'est très bénéfique pour l'enfant. On sait aussi que c'est bénéfique pour les mères, d'avoir une bonne collaboration, un bon soutien du coparent. Les mères en bénéficient. Mais rares sont les études qui sont intéressées à savoir quels sont les bénéfices de cette relation pour les pères eux-mêmes. Ce que l'enquête québécoise sur la parentalité nous apprend, c'est que qu'ils soient séparés ou en couple, les pères qui perçoivent un faible soutien et des critiques fréquentes de l'autre parent, ce sont des pères qui ressentent un stress parental plus élevé, qui rapportent plus de difficultés à gérer les défis liés au rôle parental. Et ce sont aussi des pères qui s'imposent plus souvent de la pression dans leur rôle de parent. Donc, on voit globalement que lorsqu'on a on a peu de soutien et plus de critiques de la part de ce coparent, le rôle paternel est plus difficile à exercer. L'enquête nous apprend également que pour les pères séparés, si on les compare à ceux qui estiment partager à part égale les responsabilités parentales, ceux qui partagent de manière moins égalitaire avec l'autre parent, ce sont ceux qui ressentent le plus de stress parental et qui rapportent avoir plus de difficultés à gérer les défis liés au rôle parental. Donc, il est possible que ce soit lié, comme on dit, à la qualité de la relation, mais l'absence d'égalité dans le partage des responsabilités, c'est lié au fait que ce sont des pères qui vivent plus de stress dans leur rôle de parent et qui trouvent plus difficile de gérer les défis liés au rôle parental. Pour les pères en couple, le fait de partager de manière moins égalitaire avec l'autre parent, c'est associé à rapporter plus de difficultés à gérer les défis dans le rôle de parent. Donc, trouver que c'est plus difficile d'exercer son rôle de parent, d'assumer ses responsabilités et aussi à s'imposer plus de pression dans le rôle parental. Donc, on voit qu'il y a aussi des associations très négatives à ne pas avoir ce partage pour les pères. Partage égalitaire pour les pères. On voit aussi que les pères qui rapportent assumer plus de responsabilités que l'autre parent lorsqu'ils sont en couple, ce sont des pères qui rapportent un stress parental plus élevé. Donc, on avait dans l'enquête des pères qui disent en faire plus que leurs coparents et qui se trouvent, pour leur part, ressentir plus de stress dans ce rôle. Globalement, si on met en contexte ces résultats,
On peut évoquer les informations que nous communiquent d'autres études aussi. Il y a d'autres études qui nous ont confirmé que la collaboration avec la mère, le soutien et l'encouragement de la mère sont des éléments particulièrement importants pour l'engagement paternel. Les pères vont avoir plus de facilité à s'engager, à être présents auprès de leur enfant lorsqu'ils bénéficient d'une relation plus collaborative et soutenante avec la mère de l'enfant. Oups, pardon. On sait également qu'il y a des études qui ont démontré qu'intervenir pour améliorer les compétences coparentales, donc améliorer la façon dont les parents collaborent ensemble, ça a des effets bénéfiques, des retombées bénéfiques pour la confiance que les pères et les mères vont avoir en leurs habiletés parentales. Ça a des effets bénéfiques pour la qualité des pratiques parentales, c'est-à-dire les comportements parentaux. C'est bénéfique pour le bien-être des mères et des pères, ainsi que pour l'ajustement des enfants, l'ajustement émotionnel et comportemental des enfants. On voit également par la recherche qu'après une séparation, vivre une relation coparentale moins soutenante et plus conflictuelle, on a perdu le PowerPoint, est plus difficile pour les pères et pour les parents. Donc, ça ramène, je ne sais pas si on peut me rapporter le PowerPoint, mais donc, ça va être plus éprouvant. Merci. Donc, c'est plus éprouvant parce qu'ils vont vivre plus de détresse psychologique du côté des pères. Donc, si on revient, lorsqu'on vit une séparation pour un père, d'avoir une moins bonne relation coparentale, c'est associé au fait qu'il sera moins engagé dans ses responsabilités parentales. Et on voit que c'est des pères qui vivent beaucoup plus de détresse psychologique et une moins bonne santé subséquente à la séparation. Donc, ça illustre encore l'importance de la relation coparentale en contexte de séparation. Donc, soutenir la relation coparentale, c'est important parce qu'au-delà de partager les responsabilités de manière égale, c'est important de favoriser cette collaboration, ce soutien, le respect et la valorisation mutuelle de ce que chaque parent apporte à l'enfant. C'est ce que nos données nous indiquent. On sait aussi que les professionnels et les intervenants qui gravitent autour des parents, ils jouent un rôle très important pour valoriser les contributions de chaque parent, valoriser le travail d'équipe et également leur souligner, le cas échéant, les coûts de cette compétition de compétition qu'il peut y avoir entre parents ou des critiques entre parents lorsque la relation coparentale est de moins bonne qualité. On sait que les formations, les interventions sont efficaces pour promouvoir une meilleure relation coparentale. Ces formations, ces interventions, sur quoi elles agissent, elles amènent les parents à développer de bonnes compétences, à gérer leurs conflits entre parents, à résoudre leurs problèmes de manière constructive, sans effet délétère sur l'enfant, à communiquer de manière efficace entre eux leurs besoins et leur stratégie coparentale. On sait également par les recherches que les périodes cruciales auxquelles on s'est attardé, c'est les périodes de la périnatalité, au moment de la naissance d'un enfant, au moment où le couple ils deviennent coparents, c'est là qu'on peut investir au bon développement d'une relation coparentale. On sait également que la séparation conjugale est un moment de transition, un moment d'adaptation plus difficile pour les coparents dans lequel ils bénéficieraient du soutien à redéfinir leur relation à titre de coparents. Donc, bien qu'une majorité de pères nous disent avoir une bonne relation coparentale, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est important de soutenir le développement et le maintien de cette relation coparentale soutenante, collaborative, de valoriser l'engagement des pères, de valoriser leur rôle et leur présence auprès des enfants. Qu'ils soient séparés ou en couple, une bonne relation coparentale, ce qu'on comprend, c'est que c'est lié à une meilleure expérience parentale des pères, donc moins de stress, plus de confiance en leur capacité à assumer leur rôle de père, ce qui est essentiel pour qu'ils puissent bien exercer leur rôle de parent. Et ça va favoriser le bien-être et le bon développement de leurs enfants, mais aussi le bien-être des pères eux-mêmes, des mères et de l'ensemble des membres de la famille. Merci. Ben, merci beaucoup, Tamara, pour cette super synthèse là, dans le temps, en 20 minutes pile. Gros merci.
ce qui est intéressant dans ces résultats-là, dans le fond, c'est que on avait un peu l'intuition de tout ça avant cette étude-là, mais maintenant, on a comme une démonstration de à quel point la coparentalité, c'est important pour les pères. C'est vraiment, vraiment, vraiment déterminant. C'est important pour les mères, évidemment, également, mais pour les pères, là, c'est tellement important qu'on voit que, dans le fond, tous les signaux, toutes les aiguilles bougent d'un sens ou de l'autre quand la relation coparentale est bonne ou est pas bonne. Donc, pour les mères, pour les pères, pour les enfants, c'est super important. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un super levier d'intervention là. Pour tout le milieu de l'intervention, pour les politiques publiques. Il y a comme là quelque chose d'absolument majeur. Écoute, un Non, tout à énorme fait. merci. Vas-y, vas-y. Oui, j'allais dire, la relation coparentale, c'est la base, c'est la pierre angulaire là, des rôles parentaux puis de la famille. Donc, pour les enfants, d'avoir cette bonne collaboration entre les parents, c'est inestimable. Absolument, absolument. Puis si tu permets, je vais aller chercher nos deux autres amis pour se joindre à la Mhm. discussion. Donc, j'inviterai donc Diane Dubo, Carl La Charité à venir discuter avec nous. Hein, Diane et Carl sont des amis bien connus de notre réseau. Puis on disait que pour aller un petit peu plus loin que ce qui s'est passé à la super conférence, c'est intéressant d'en jaser un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces résultats-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour les pères, les mères, les enfants? Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin pour favoriser un meilleur, un plus grand bien-être de tous les membres de la famille? Alors, donc, si vous permettez, on va démarrer la partie table ronde de l'événement. Alors, donc, Diane, toi, tu es professeure à l'Université du Québec en Outaouais, au département de psychoéducation, et tu es entre autres experte en coparentalité et en bien d'autres choses encore, là, bien entendu. J'aimerais savoir tout d'abord, qu'est-ce qui retient le plus ton attention en entendant ces données-là sur le plan de la coparentalité en général? Qu'est-ce que tu retiens surtout là? Moi, ce que je retiens, que je trouve particulièrement intéressant et que j'ai vu dans les études, mais aussi dans les propos des pères que j'ai rencontrés, c'est l'importance du soutien de la conjointe. Même si ce soutien-là, il est important pour les 2 parents dans une relation coparentale. Encore aujourd'hui, malgré les changements sociaux, hein, l'expertise reconnue aux soins, l'éducation, elle va aux mères. Donc quand les mères, les conjointes trouvent important, la présence du père, reconnaissent, par exemple, que pour l'enfant, c'est bon, que l'enfant est heureux auprès du père, ben, c'est un gros plus pour ces pères-là. Et ce que les résultats sont en train de nous dire, c'est lorsqu'on les questionne, parce que la notion de soutien, c'est subjectif, hein. Le comportement que je peux émettre vis-à-vis de quelqu'un, pour moi, peut sembler l'aider, mais qu'en réalité, pour cette personne-là, ça lui retourne que, ben, je suis pas bon ou je suis pas compétente ou, alors c'est une question de perception et d'avoir interrogé des pairs pour aller chercher leur expérience, tout comme des mères. Mais ce qu'ils nous disent, les pères québécois, c'est qu'ils se sentent soutenus. Soutenus, puis les mesures de soutien, si on va les voir de façon plus fine, c'est un soutien quant aux interventions à faire auprès de notre façon d'interagir avec l'enfant. C'est pas banal en soi ça, de s'entendre sur cette façon-là, hein. On sait que c'est pas évident, mais un soutien aussi au niveau informatif dans les conseils, ils se sentent soutenus. Un soutien au niveau émotionnel, elle me rassure et je me sens, encouragée. Donc les pères québécois se sentent soutenus et lorsqu'on regarde au niveau, plus de la critique, ben, ils ne se sentent pas, la majorité ne se sentent pas, se sentent jamais ou très peu, rarement critiqués. Donc moi je trouve que c'est un résultat qui est super intéressant d'entendre de nos papas québécois parce que ce soutien-là, ben, est associé, comme le mentionnait Tamara, à un sentiment de compétence parentale. Si je me sens compétent, je vais être engagé, je vais m'engager auprès des enfants. Puis si on s'engage comme équipe, ben, ça va être vers une meilleure égalité homme-femme. Donc, on ne peut Hmm. pas être contre ça. Alors, je suis particulièrement, j'apprécie particulièrement ces données-là sur les pères québécois. Ben, merci beaucoup, Diane. C'est vraiment intéressant tout ça. Et toi, Carl, donc professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, nouvellement retraité,
expert de plein de choses, mais tout particulièrement là, en termes de paternité. Alors, du côté de l'expérience des pères, là, qu'est-ce qui te frappe le plus dans les données là, dont on vient de parler? Ben, moi, je trouve ça vraiment excitant d'avoir ces résultats-là parce que j'ai l'impression que on est en train de découvrir quelque chose ici. Oui, ça fait longtemps que on connaît l'impact de la relation entre le père et la mère, un peu comme Tamara l'a mentionné, sur le développement de l'enfant, sur l'expérience de chacun des parents. Mais j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de découvrir un peu l'impact et l'ampleur de ce gisement-là qu'on peut appeler de la coparentalité. Il faut se dire que pendant des décennies, puis même encore aujourd'hui, on a considéré, puis on considère encore beaucoup la mère puis le lien mère-enfant comme étant le noyau de la parentalité. Lorsqu'on parle d'être parent, c'est souvent l'image d'une mère là, qui nous vient à l'esprit. Puis tous les autres aspects de la parentalité, puis ça inclut la relation père-enfant, la relation père-mère, bon, ces autres choses-là. C'est un peu comme des aspects qui vont se situer en périphérie, vont tourner autour de ce noyau-là, puis un peu comme si de façon dominante, il y a l'image de la parentalité, c'est un peu comme l'image d'un atome, avec au centre le lien mère-enfant, puis avec des électrons qui gravitent autour. Et lorsqu'on s'approche de la perspective des pairs, ok, comme on le fait maintenant, comme on le fait aussi dans d'autres recherches, lorsqu'on se rapproche de la perspective des pairs quant au rôle qu'ils jouent dans la réponse aux besoins de leur enfant, cette image atomique de la parentalité, elle tient plus, elle s'écroule, OK? Et puis comme Tamara l'a mentionné, ce qui est central dans la parentalité, c'est que c'est une expérience de lien avec, oui, il y a un ou des enfants, mais c'est aussi une expérience de lien avec l'autre parent, avec d'autres personnes aussi qui jouent un rôle important dans les soins à l'enfant, puis dans son quotidien à cet enfant-là. Hmm. Donc, on est ici face à un phénomène qui est pas un phénomène à deux dimensions. D'un côté, il y a un enfant, puis de l'autre côté, il y a un parent, qui peut être la mère, qui peut être le père. C'est plutôt un phénomène à trois dimensions, à l'intérieur duquel la relation à l'autre parent est tout aussi Mm. centrale que la relation à l'enfant. Puis, à ce moment-là, pour soutenir l'engagement paternel, on utilise souvent ce levier de la relation père-enfant. Tu es important pour ton enfant. Ça représente certainement un choix judicieux. Néanmoins, je pense qu'on commence à découvrir qu'il y a un angle mort dans cette stratégie, l'angle de la collaboration coparentale. Et que si on veut passer à un autre niveau dans la création d'une meilleure égalité entre les mères et les pères, il faut absolument y ajouter une approche de soutien à la coparentalité. On ne peut plus faire l'économie de cet ajout, à Hmm. mon avis. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Carl. C'est intéressant parce qu'on le dit souvent, déjà le mot coparentalité, il est nouveau, il est neuf, c'est pas tout le monde qui se l'est approprié. Et c'est intéressant, Tamara et moi, on a donné des entrevues dans l'espace public, puis déjà, parler de coparentalité, c'est quelque chose, mais parler de la coparentalité des pères, là, pour beaucoup de chroniqueurs, c'est comme quelque chose de nouveau et les gens s'interrogeaient, ils se demandaient dans quelle case mettre ça. Et souvent, c'est hyper intéressant, le réflexe des chroniqueurs, chroniqueuses, c'est de référer à leur expérience personnelle. Disant, moi, dans ma vie, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Fait que c'est tout à fait intéressant, la discussion qu'on a maintenant est comme quelque chose de nouveau socialement, mais d'extrêmement intéressant et nécessaire. Tamara, comment réagis-tu au propos de Diane et de Carl? Ben, je suis tout à fait d'accord, bien entendu. Je pense que mes collègues, ils soulignent des points essentiels. Moi, une chose que je trouve intéressante, surtout dans la façon dont Karl l'a abordé, c'est cette idée qu'on a souvent décrit le rôle du père pour être en soutien à la mère. Donc, qui était un parent en appui, un parent en second rôle.
Puis ce que la perspective de la coparentalité nous amène, c'est de considérer cette réciprocité qu'il devrait y avoir dans la relation. C'est pas uniquement au père à soutenir la mère, mais à la mère aussi à soutenir le père pour qu'il puisse bien exercer son rôle. Donc, cette relation mutuelle là, et collaborative qui est importante pour l'un autant que pour l'autre. Tout à fait. Non, c'est vraiment intéressant, puis ça ouvre plein de voies là, à plein de niveaux. Diane, tu es aussi experte sur la question des pères en période de séparation conjugale. Alors, dans cet angle-là, si tu regardes les données, là, qu'est-ce qui te frappe là, quand on compare l'expérience des couples, l'expérience des pères en couple ou séparés? Ben, ce que je trouvais intéressant, c'est lorsqu'on comparait, par exemple, au niveau, du soutien. C'est sûr, comme tu le mentionnais, Tamara, que dans les couples, pour les papas qui sont séparés, ben, c'est sûr que le soutien était perçu comme avec un pourcentage moindre chez les pères séparés comparativement aux pères en couple. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, et ça, c'est normal parce que la relation conjugale, a pris fin, et en ce sens-là, ben, il y a plusieurs éléments là, de soutien qui étaient antérieurs, qui sont peut-être un peu moins là, dus à la séparation. Par contre, lorsqu'on va voir les résultats obtenus par rapport à la critique, ben, la majorité, hein, tout près, même le pourcentage, heu, semble, reporter rarement ou pas de critiques. Donc, ça, je trouve que c'est un résultat qui est intéressant. C'est-à-dire que peut-être que les séparations conjugales, le couple réalise que leur couple, ne fonctionne plus, ils y mettent fin, ils sont plus en situation de hautement conflictuelle et on n'attend pas plusieurs années avant que ça dégénère. Donc ça c'est un résultat qui est positif malgré le fait qu'on voyait qu'il y avait quand même un pourcentage de 19 où ça arrivait plus régulièrement. Mais ce qui était intéressant, en tout cas, moi, ce que j'allais voir, c'est au niveau des tâches, la répartition des tâches. Et ce que ça nous montre aussi, c'est un portrait, la séparation peut amener aussi une répartition nouvelle des tâches. Et on se rappelle que dans l'échantillon, il y a quand même une proportion assez importante de pères qui étaient en garde partagée. Donc, le fait de se retrouver avec les responsabilités premières durant certaines périodes, ben, amène justement peut-être des pourcentages qui sont accrus à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant de pas seulement regarder comment se distribuait la tâche avant la séparation, parce que c'est davantage une décision du couple de dire, ben, c'est plus moi qui fais ça ou ça. Puis on s'aperçoit que les pères semblaient moins engagés à ce niveau-là dans les pères en couple comparativement aux pères séparés. Donc et de voir qu'après la séparation, ben, ça vient changer la donne et qu'à ce moment-là, des pères vont prendre ces responsabilités, davantage, là. Donc, juste voir cette distinction-là, que la séparation, c'est pas juste un événement, mais il y a le avant, le pendant, puis il y a le après, qui peut amener des portraits très différents. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis c'est toujours important, comme tu l'as fait, Diane, de dire qu'au niveau de la séparation, oui, il y a une partie des pères, des couples pour qui c'est très difficile. Il y en a qui c'est vraiment, vraiment difficile et tout ça. Mais il y a aussi, puis il y a plusieurs études qui nous disent, une majorité de pères, de parents, qui, oui, ont un choc, oui, il y a un deuil, oui, il y a des difficultés, oui, il y a une transition et tout ça, mais qu'on réussit, dans le fond, à passer à travers, on réussit à cheminer à travers ça, les relations se transforment et on réussit quand même à trouver un certain équilibre dans Mmh. tout ça. Là. Je pense que c'est toujours important de remettre tout ça en perspective. Ben, merci beaucoup de nous partager ça. Carl, dans tous tes travaux depuis toujours, les enfants sont toujours extrêmement importants. Quand tu penses à la famille, pour toi, il y a toujours l'enfant qui est au cœur de tout ça. Alors, si on prend maintenant la lunette et on la met du côté des enfants, qu'est-ce que ces résultats-là nous disent pour les enfants, Carl? Ben, euh, Diane vient d'évoquer la question de la critique que des parents peuvent s'appliquer l'un à l'autre. Et cet aspect-là, il est vraiment important. Ok? Donc là, on regarde des résultats sur le fait d'être critiqué par l'autre parent, sur comment je suis moi comme parent face à mon enfant. On sait, il y a depuis des décennies que cet élément de critique, c'est aussi
un aspect très perturbateur dans la relation conjugale, pas juste dans la relation coparentale, mais aussi dans la relation conjugale. Et puis, je trouve ça intéressant qu'on mette en évidence le fait qu'aujourd'hui, dans notre société québécoise moderne, une majorité de pères sont en train de dire, je me sens pas vraiment critiqué par la mère de mon enfant, que je sois en couple avec elle ou que je sois séparé. Et que de ce côté-là, je pense qu'on a acquis une conscience sociale du rôle extrêmement perturbateur de se critiquer l'un l'autre. Et puis ça veut pas dire d'avoir une relation constructive, parce que quand on parle de la critique ici, on parle de se critiquer comme personne. Hein? Donc, je suis pas juste en train de critiquer sur ce que tu fais, mais je suis en train de critiquer sur ce que tu es. Et ça, on le fait de moins en moins Mm. dans notre société. Puis les résultats du sondage nous montrent qu'on a avancé de ce côté-là. Et ça, c'est un aspect qui est extrêmement Mm. important dans la perspective d'un enfant. Lorsqu'un enfant, même très jeune, là, OK, les jeunes enfants, ils comprennent pas mal plus de choses que ce qu'on pense. OK? Les jeunes enfants, là, c'est des observateurs du monde qui les entoure. Et puis, ils vont observer les choses importantes de leur monde. OK? Puis, évidemment, leurs parents, ça fait partie des choses les plus importantes dans leur monde. Et puis déjà, là, vers 1 an et demi là, d'âge, là, les enfants vont être capables pas juste d'observer leur mère, d'observer leur père, mais ils vont être en mesure d'observer la relation Mm. qu'ils ont entre eux. Et puis, ils vont être très sensibles à des marques d'affection entre les parents, mais aussi très sensibles à des pics, à des attaques que les parents vont se faire. Vous savez, être en train de dire qu'un père soit en train de dire à la mère, ah oui, tu sais, hey, t'es toujours en retard quand on a à sortir et puis tout ça, là, tu sais, puis moi, je suis prêt avec les enfants, là, puis toi, tu traînes, là, OK? Il y a les mots, mais il y a aussi toute la tonalité, le ton il y a qu'on utilise pour être en train de faire ça. Donc, je vous ai donné un exemple d'une critique d'un père envers une mère. C'est vrai, là, dans l'autre sens Mm. également. Et même les jeunes enfants vont être sensibles à ce genre de choses. Donc, dans l'étude que on a ici sous les yeux, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant de dire que au Québec, là, on essaye de faire en sorte à la fois de prendre soin l'un de l'autre comme parents, mais ce faisant, on est aussi en train de prendre soin de notre enfant. Le fait de partager des valeurs aussi, ça ne veut pas dire d'être toujours d'accord. Okay? Et surtout, lorsque les enfants grandissent, il nous expose à plein de choses nouvelles, ok? Plein de choses que on s'attendait pas qu'il faudrait qu'on soit en train de discuter entre nous, le père et la mère, de ce qu'on devrait avoir comme valeur face à une situation particulière. Donc, les enfants, ils nous amènent constamment à être en train de reviser ça et puis de se retrouver dans une situation où, un peu comme Tamara l'a souligné, l'importance de la communication, l'importance de la résolution de problèmes, l'importance de la gestion des conflits, mais je dirais plus loin, même aussi comment on gère les désaccords entre nous. Mhm. Et ça, les enfants, parce qu'ils sont des observateurs extrêmement fins de ce qui se passe autour d'eux, ben, ils vont être influencés par la manière dont on va résoudre ces choses-là. Qu'est-ce qu'on Mm. va construire ensemble là, pour eux et pour nous en tant que parents? Les enfants sont très sensibles aussi au bien-être personnel de leurs parents. Quand une mère et un père se sentent bien, Mm. en général, ça contribue aussi au bien-être de l'enfant. Puis Mm. on sait dans les situations de séparation conjugale, euh, c'est un événement majeur dans la vie d'une mère et dans la vie d'un père. Sauf qu'on sait que pour les D'accord. pères, c'est un des stresseurs les plus importants qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Ok? Et puis, on sait que
on a même des résultats d'une autre enquête qui montraient que, par exemple, en raison d'une séparation conjugale récente, on va venir doubler la proportion de pères qui vont rapporter un niveau de détresse psychologique élevé. Hein? On a presque 3 pères sur 10 qui vivent une séparation conjugale récente, 5 ans ou moins, qui vont rapporter de la détresse psychologique. Absolument. C'est clairement quelque chose qui va avoir un impact sur l'enfant à travers la relation parent-enfant, père-enfant, mais qui va avoir aussi un impact sur la relation que ce père-là va avoir avec la mère après la séparation, ce qu'on appelle de la coparentalité, de la Hmm. collaboration coparentale. Donc, ça devient encore plus important de porter attention à comment on reste en relation, comment on collabore ensemble, malgré le fait que je puisse me sentir vraiment en situation de détresse psychologique. Et Diane a souligné tout à l'heure que le soutien du père face à la mère est important, mais le soutien de la mère face au père l'est tout autant. Et puis, comment est-ce que, une fois qu'on s'est dit qu'on se sépare, on devient des ex-conjoints, Mhm. mais on ne devient pas une ex-mère ou un ex-père. OK? On Absolument, absolument. continue Bon, ben, Kat, d'être. je vais être obligé de t'interrompre, mais tu viens de livrer un magnifique plaidoyer pour la coparentalité du point de vue des enfants. Hein? Puis là, tu sais, souvent, t'as la mère, t'as le père. De rajouter les deux parents dans l'équation, c'est une chose, mais il faut toujours, en fait, il faut jamais oublier que l'enfant, il faut vraiment qu'il soit au cœur de ça. Et c'est vraiment chouette ce que tu as fait de replacer la lunette dans cet angle-là. C'était vraiment très intéressant. Puis je pense que c'est un beau rappel à tout le monde. Donc, la coparentalité, c'est pas juste une affaire de père, de mère, c'est une affaire de toute la famille. C'est quelque chose qui est écosystémique. Tamara a dit au début de sa présentation, la coparentalité, ça pourrait être aussi avec dans d'autres configurations familiales. Ça peut être aussi des fois avec des parents. Il y a plein de dimensions dans tout ça. Et l'entourage joue toujours un rôle super important aussi dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est important d'avoir comme toutes les planètes de cette galaxie-là, de cet univers-là pour vraiment s'intéresser pleinement et correctement au bien-être des enfants. Alors, Tamara, comment réagis-tu à ces propos enflammés de Karl et à ces propos tout à fait pertinents de Diane? Ben, ce que je trouve que mes collègues soulignent, c'est à quel point la relation coparentale est importante, comme on disait, pour les parents, mais pour les enfants. Puis c'est quand même plusieurs recherches qui l'ont bien démontré à quel point les enfants, ils réagissent, ils vivent plus difficilement quand il y a des conflits, il y a des critiques, ils vont se miner entre parents, vont se dénigrer dans leur rôle parental. C'est dévastateur pour les enfants. Que ce soit en couple ou séparés, je veux dire, ils réagissent à ça, les enfants. Puis si ce n'est que l'élément qui peut convaincre les parents de travailler à leur relation coparentale pour le bien-être de leur enfant, ben on devrait le mettre de l'avant. Mais on comprend aussi que après la séparation, le fait de vivre un gros changement, une grosse transition dans sa relation, dans sa famille, ben, d'arriver à établir une bonne relation coparentale, c'est quelque chose qui va rétablir un peu la blessure, qui va favoriser le maintien du Mm. lien père-enfant, qui va favoriser aussi l'adaptation à la séparation, là. Diane et moi, on a Hmm. travaillé sur un autre projet où on voit très, très bien là, l'importance de la qualité des relations post-séparation pour la santé mentale des pères. Mm. Ben, Ouais. merci beaucoup. Écoutez, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, au RVP, on aime bien être des gens positifs, constructifs, tournés vers l'action. Alors, j'aimerais ça que dans notre dernier petit tour de table, on se donne peut-être une minute et demie chacun pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats-là. De quelle façon, au niveau de la recherche, des politiques publiques, l'organisation des services, de l'intervention des parents, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Puis comment est-ce qu'on peut agir pour prendre acte de ces données-là? Alors, Diane, toi, ce serait quoi tes appels à l'action? Au niveau de la recherche, je suis avant tout une chercheuse. Donc, au niveau de la recherche, je pense que lieu de mieux comprendre la relation coparentale, mais dans
différents contextes de vie. Parce que cette réalité-là coparentale, elle va prendre une forme, elle va prendre une couleur qui va être différente. On vient de le voir là, en fonction qu'on est séparé ou pas. En fonction qu'on a un enfant qui a des besoins particuliers ou qui présente un handicap, en fonction dont la famille est issue d'immigration récente. Donc comment se prend forme cette coparentalité-là dans des contextes plus spécifiques? Ça, on a tout lieu de mieux la documenter, même au niveau des recompositions familiales, supposons au niveau, des beaux-parents. Quelle forme prend l'engagement? Puis on sait que dans certains cas, il ne faut pas trop être engagé dans un premier temps, le beau-parent, dans la relation pour ne pas créer de conflit. Donc, il y a aussi tout un champ à explorer au niveau de la recherche. Au niveau des politiques, comme le mentionnait Kant, c'est un autre niveau, la relation coparentale. Et c'est peut-être de voir comment les politiques, les mesures qui seraient mises de l'avant, ces mesures-là vont permettre à mon couple parental de travailler en équipe, de bien fonctionner en équipe par la suite. Puis je trouve que le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est le congé de paternité. Hein, c'est une mesure, congé de paternité, mais qui a permis à des pères d'avoir un temps. Tamara mentionnait l'importance de la périnatalité comme période, ben ces pères-là qui puissent partager un moment, que le couple puisse passer ces moments-là, puis se coordonner entre eux dès le départ. Je me dis: «Mon Dieu, comment c'est précieux». Donc, comment dans nos politiques, nos mesures, on peut s'arrêter juste un petit temps pour dire: «Si je fais ça, est-ce que ça va aider mon couple à travailler ensemble ou ça va mettre plus de pression sur la mère encore ou sur le père?» Avec une mesure comme ça qui, de prime abord, c'est une bonne mesure, mais est-ce qu'elle permet au couple de travailler? Puis ultimement, on est dans une société qui se complexifie. C'est complexe au niveau du travail, je ne vous le cache pas. C'est complexe au niveau des familles aussi, hein. On a une diversification des structures familiales, les formes, les façons dont les parents, les différentes constellations parentales, ils sont multiples. Donc, comment on peut arrimer ces 2 univers-là qui sont complexes, le travail, la famille, dans des mesures de conciliation travail-famille qui permet à l'équipe à l'équipe coparentale de travailler? Ça, je me dis, il y a toute une réflexion à avoir à ce niveau-là. Hmm. Ben, merci beaucoup. Plein de belles pistes pour réfléchir à des actions futures. Carl, en 2 minutes, les principales pistes d'action que tu vois suite à le dévoilement de ces données-là? Ah, fait que tu me donnes 30 secondes de plus. Tu as parlé d'une minute et demie il y a quelques instants. Ben, je me suis dit que ça va déjà être beau si tu le fais en 2 minutes. Alors, C'est bon. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que Diane vient de dire. Je pense qu'en termes de recherche, on comprend pas encore aujourd'hui qu'est-ce que ça exige de chaque parent que de pouvoir mettre sur pied une relation coparentale qui fonctionne bien. On l'observe hein, dans une majorité de situations, mais qu'est-ce que ça exige, par exemple, de bien communiquer? Qu'est-ce que ça exige de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les valeurs que l'un et l'autre vont afficher? Qu'est-ce que ça exige dans le fait de se reconnaître l'un l'autre? Puis qu'est-ce que ça exige dans tout ce qu'on doit avoir comme décision pour partager équitablement les tâches en tenant compte de tous les autres rôles que l'on peut avoir dans notre vie. Fait que je pense que la recherche mérite qu'on s'approche vraiment davantage de comment chaque parent, comment un père, comment une mère mobilise des choses qui font en sorte que quand ils ont leur premier enfant, ils vont mettre en place les bases de cette collaboration coparentale et puis qu'au fur et à mesure que l'enfant va grandir, ils vont comme reviser ça, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais ce que ça exige, on ne le comprend pas encore toujours très bien. Et ça a un impact sur comment on comprend ce qui mériterait d'être fait pour soutenir ce genre de phénomène-là et comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions qui, lorsque ça flanche, lorsque ça s'écroule, on peut être en train d'aider
restaurer ça. OK? Restaurer ce genre de collaboration. Donc, en termes de recherche, là, on a encore un bon bout de chemin à faire là-dessus. Puis là, on n'est pas en train de parler là, comment on peut aider des couples à s'aimer, tu sais, puis tout ça. Non, on est en train de vouloir faire en sorte que cet homme, cette femme, il y a ses deux parents, ils puissent faire équipe ensemble. Tu sais, faire une équipe de hockey, on paye cher quelqu'un qui l'entraîne, hein, cette équipe-là, puis qui la gère. Ben, puis il y a plein d'enjeux autour de ça, mais faire équipe de coparents, ça a des conséquences aussi, puis ça a des enjeux Absolument. particuliers. Puis je pense que en termes d'appel à l'action, là, je pense que pour moi, on est en train d'ouvrir il y a un champ d'innovation sociale ici. Une innovation sociale, là, c'est lorsqu'on se dit, on prend un objet, un phénomène, et puis on regarde comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de nouveau là-dedans, et puis comment on peut faire en sorte qu'il y a plein d'autres personnes qui s'approprient cette chose nouvelle. Et là, je pense qu'il y a plein de gens à mobiliser, des gens dans le domaine du droit, des gens dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la santé et de l'éducation, autour de comment est-ce qu'on peut faire pour créer des, des stratégies, des services, des formes de soutien qui s'adressent spécifiquement à se faire équipe ensemble. Hmm. Bon, un autre éditorial. Magnifique, Carl. Merci beaucoup. Tamara, appel à l'action. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, je vais être très brève. Je suis 100% d'accord avec mes collègues. Il y a encore de la recherche à faire, mais moi, je dirais, on peut prendre action tout de suite. Moi, je m'adresserais directement aux gens qui gravitent dans l'entourage des parents. Il faut informer les parents de l'importance de la relation coparentale, mais aussi de tous les acteurs en contexte de parentalité, les gens dans le milieu périnatal qui interviennent au moment, qui sont présents au moment de l'arrivée d'un enfant, les gens qui sont présents et qui sont là pour soutenir lors de la séparation. C'est des deux périodes charnières. Tout de suite, la coparentalité, ça devrait faire partie du vocabulaire. Je pense qu'on doit en parler, faire vivre cette relation-là, mais aussi la mettre à l'avant-plan. Comme en période périnatale, on parle de l'importance de l'alimentation du bébé, des soins, bien, on devrait mettre à l'avant aussi l'importance d'établir cette bonne relation coparentale, considérant les conséquences que ça a sur les enfants et sur les parents. Donc, je pense tout de suite que les intervenants devraient avoir en tête que c'est tout aussi important que les autres éléments à soulever auprès des parents et qu'on devrait continuer à investir dans les ressources qu'on offre aux familles, les médiations familiales lors de la séparation. On devrait sensibiliser davantage les parents à l'importance de travailler à cette relation-là pour le bien de leurs enfants puis pour leur bien à eux. Magnifique, magnifique. Écoutez, au RVP, on parle beaucoup du réflexe paternité. Je pense qu'on va commencer à parler aussi du réflexe coparentalité, hein, parce qu'on voit de plus en plus les gens en parlent, on le nomme, mais on n'est pas encore vraiment rendu au point de l'intégrer dans nos actions en termes de stratégie. Si on intervient de façon coparentale, qu'est-ce que ça veut dire? Si on pense une politique publique de manière coparentale, je pense qu'on a encore à cheminer comme société, mais on voit le potentiel, puis on voit que c'est absolument central, que c'est absolument déterminant. Je pense que c'est vraiment un incontournable. Du côté du RVP, on a une grande action en coparentalité, soutenue par le secrétariat à conditions féminines. On donne des formations en coparentalité, on va vers des capsules vidéo sur la coparentalité dans différents contextes. On a même une pièce de théâtre pour parler de la coparentalité, puis sensibiliser les gens à son importance. Et ma petite conclusion de mon côté, ça serait de dire que dans ce projet-là, au printemps 2026, on veut faire un grand sommet justement sur la coparentalité, parce que ça serait vraiment le fun de se mettre tout le monde ensemble. Les partenaires, les gens qui nous écoutent, les ministères, la recherche, les établissements du réseau de la santé, le milieu communautaire, tout le monde qui contribue au bien-être des familles, se mettre tout le monde ensemble et dire on sait que c'est important la coparentalité, que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, si on l'intégrait vraiment tout le monde dans nos actions, où est-ce que ça nous amènerait? Alors, c'est une espèce de grand appel qu'on vous lance à tout le monde. Donc, printemps
2026, on y sera. Et dans la Semaine québécoise de la paternité en 2026, on va partager ces grandes propositions, ces visions-là, ces projets d'innovation sociale, comme en parle Carl, parce que la coparentalité, c'est tout bénéfice. On n'a rien à perdre à soutenir ça. Alors, on a vraiment tout à gagner. En terminant, je vais vous dire que si vous avez des questions, réflexions, commentaires à nous partager suite à ce webinaire-là, vous pouvez communiquer avec nous avec l'adresse qui apparaît ici, info@rdpaternité.org. Je rappelle que le document de présentation de Tamara est disponible sur le site Internet du RVP. Et en terminant, évidemment, je veux remercier donc le ministère de la Famille qui a soutenu toute cette action-là et qui a vraiment été un super partenaire dans cette action-là. Je veux remercier surtout nos panélistes. Donc, gros merci à Tamara, Diane, Carl. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin en 5 secondes chacun? Je pense pas que Carl est capable de parler en 5 secondes. Oui. Oui. Des nada. Ça veut dire quoi, ça dénada? De rien. De rien. De rien. Merci de l'invitation. Merci aussi de plaisir partagé que d'échanger avec vous. Merci beaucoup. On espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que l'analyse donc des données de l'enquête québécoise sur la parentalité du ministère de la Famille n'est pas terminée. Ça va continuer. Le ministère de la Famille va poursuivre vos travaux. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que le ministère de la Famille va poursuivre des analyses aussi spécifiquement sur le thème de la paternité et il planifie une publication à ce sujet au cours de la prochaine année. Alors, en terminant, je vous remercie d'avoir été là, tous et toutes. Pour nous, c'est vraiment important de pouvoir partager avec vous. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que la prochaine Semaine québécoise de la paternité va se tenir du 10 au 16 juin prochain et qu'elle portera sur les pères et la séparation conjugale. Et que pour cette semaine-là, on a un slogan qu'on aime beaucoup, toujours là pour toi. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et au plaisir. Merci d'avoir été là.